Il est plus facile de prédire le passé que de prédire l'avenir. J'ai quand même essayé de me projeter pour vous montrer quelle pourrait être et quelle, à mon sens, sera la SCI du futur. Bien. Alors, tout d'abord, moi je voudrais dire que l'anesthésie française peut envisager l'avenir avec sérénité. Parce que, bon, moi je l'ai bien vu dans mes fonctions de président de la CME, par exemple, de la PHP, hein, l'anesthésie a toujours été bien positionnée et elle peut rester sereine et fière parce qu'elle a développé une culture de maîtrise du risque, elle a piloté sa démographie et elle a défini des règles de délégation technologique aux infirmières. Et à mon sens, c'est la seule spécialité qui fait ça. Donc même si l'avenir n'est pas forcément toujours rose, il peut être vu de façon très prometteur par la spécialité. Alors, lorsque l'on parle de la culture du risque, André a très bien parlé de ce qu'on appelle le risque subi et tous les progrès qui ont été faits, donc le risque lié à des complications qui ne sont pas liées à la pathologie du malade. Mais il y a un risque affronté qui est de plus en plus important. On voit dans les études de la littérature le fait que des malades ASA3 sont de plus en plus grand nombre, des pathologies invalidantes chez des malades opérés. Donc il y a un risque subi affronté qui est augmenté, avec dans le présent et d'ailleurs dans l'avenir des objectifs tout à fait clairs. Le problème n'est plus pour les malades qui ont des pathologies d'éviter la complication post-opératoire. Le problème est de préserver l'espérance de vie de ces malades. Parce que très fréquemment, les malades quittaient le bloc opératoire et le milieu chirurgical en disant merci à tout le monde sans complications apparentes, mais ils avaient une espérance de vie qui était limitée. Et dans le cadre du dommage myocardique, on voyait bien que 3 mois après, il y avait une mortalité qui augmentait. S'il y avait eu des dommages périopératoires, il en allait de même du rein. Et à mon sens, il en va de même du cerveau. Donc, le risque affronté demeure et l'objectif de l'anesthésiste et l'espérance de vie, ce n'est pas suffisant de ne plus voir de complications post-opératoires. Le risque opératoire affronté va changer. Le risque cardiaque est aujourd'hui maîtrisé. C'est assez intéressant de voir qu'il y a, en 81, on avait proposé d'augmenter l'apport d'oxygène au myocarde par de la triéthrine. Après, pendant 25 ans, on ne dit pas du tout, il faut baisser la consommation. Et maintenant, on est revenu à l'augmentation de l'apport d'oxygène avec des statines, avec des transfusions et avec tout ce qu'on voudra. Mais honnêtement, le risque cardiaque, on a tourné la page et on entre dans l'ère du risque cérébral et je pense que l'anesthésie du futur va être dominée par la maîtrise du risque cérébral. On ne connaît pas encore bien tous les facteurs de risque, mais il y a un risque cognitif post-opératoire, il y a un risque d'accident ischémique plus ou moins symptomatique qui apparaît et là, il faudra porter une attention là-dessus. Et quand on voit les grandes études épidémiologiques comme celle parue en 2016, 10 millions d'opérés, eh ben, ils voient bien que le risque cardiaque décroît et que le risque cérébral augmente. Et pour le moment, on ne parle pas du risque cognitif, mais c'est un risque qui va être vraiment réel et l'anesthésie pourrait avoir une place dans le risque cognitif post-opératoire. Alors, deuxième point fort de l'anesthésie, c'est la démographie. Et moi, je suis assez optimiste sur la démographie, même si je suis d'accord que pour le moment, il existe encore des contraintes. Et à mon sens, les contraintes sont le fruit d'une offre de soins qui n'est pas adaptée à la demande. On voit encore dans certaines régions un mercato des anesthésistes où l'hôpital d'à côté va débaucher l'anesthésiste de l'autre hôpital pour maintenir sa chirurgie. C'est que généralement, il n'y a pas besoin de chirurgie dans les deux endroits et qu'il faut absolument revoir l'offre de soins. J'en reparlerai dans la suite parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une place, la réanimation est beaucoup moins nécessaire. La réanimation chirurgicale en raison des progrès de l'anesthésie et des progrès de la chirurgie. Et il y a encore beaucoup trop d'anesthésistes dans les réanimations et pas assez dans les blocs opératoires. C'est encore une inadéquation de l'offre de soins avec la demande de soins et il faudra vraiment la mettre en parallèle. Mais globalement, les efforts qui ont été faits avec Sylvia Proutens, Philippe Scherperel, qui ont travaillé sur la démographie, vont permettre une régulation et une adéquation. Bon voilà, ça c'est montré dans cet article, mais bon, on va pas. Alors, l'anesthésie à mon sens restera une spécialité de plus en plus plurielle avec les différents facteurs du métier d'anesthésiste réanimateur, mais les facettes vont changer dans leur importance. Alors l'anesthésie sera toujours aussi importante avec 12 millions d'anesthésies en 2019 qui peuvent encore continuer à monter, au bloc opératoire en salle de travail, mais comme vous le savez, et ça va encore continuer, les anesthésies augmentent en dehors du bloc opératoire.
aux États-Unis a été ouvert la page de ce qu'on appelle l'Office-Based Anesthesia et il est tout à fait possible que demain, l'anesthésie soit faite au cabinet médical pour plusieurs types d'interventions. Je pense aux cataractes et d'autres interventions. En tout cas, aux États-Unis, on est à ce niveau-là. La réanimation chirurgicale, alors on pourra ouvrir le sujet à la discussion. Moi, je crois sincèrement que le nombre de lits en réanimation chirurgicale doit diminuer parce qu'il y a de moins en moins de malades qui en post-opératoire ont besoin d'une réanimation chirurgicale. Imaginez aujourd'hui, avec une chirurgie cardiaque en désinflation importante, quelle est l'intervention chirurgicale qui va faire qu'un malade sorte avec les actes marqueurs de la réanimation? Eh bien moi, j'en vois très très peu et ce point sera à réfléchir. Mais le rôle de l'anesthésiste est d'être un gestionnaire du bloc opératoire et aujourd'hui, on voit bien qu'en pratique, que ce soit en public comme en privé, l'anesthésiste est le véritable gestionnaire du bloc opératoire et plus important, il est responsable du circuit de l'opéré et la durée de séjour. Et le vrai rôle important de l'anesthésie est de contrôler la durée de séjour et comme vous le savez, puisque l'hôpital est payé en fonction du type de l'intervention réalisée, plus la durée de séjour est importante, plus il y a une dépense pour le malade qui ne peut pas être consacrée à autre chose. Et vraiment, dans l'ambulatoire et dans la RAC, c'est l'anesthésiste qui joue un rôle important pour pas que les malades se décommandent et pour qu'ils quittent le milieu chirurgical de façon correcte. Alors, les médicaments de demain, vous les avez là, des opiacés non dépresseurs respiratoires, des curares non allergisants, des hypnotiques analgésiques hydrosolubles, les analgésiques, voilà tous ces médicaments. Alors, ils sont globalement dans les tuyaux, mais à mon sens, dans les 10 prochaines années, on ne les verra pas parce qu'il n'y a pas une réelle volonté de l'industrie pharmaceutique de développer ces médicaments. L'industrie pharmaceutique veut des médicaments de tous les jours, que le malade prend tous les jours ou des médicaments très très chers. Et le médicament d'un jour intéresse de moins en moins l'industrie pharmaceutique. Quand on voit le coût de développement d'un médicament, je crois que l'industrie pharmaceutique, j'en suis même persuadé, ne met pas l'énergie ni les moyens qu'il faut pour développer ces médicaments. Par exemple, les médicaments analgésiques non dépresseurs respiratoires, il en existe qu'on peut injecter par voie intrathécale et l'industrie veut les développer plutôt dans les douleurs du cancer, dans les douleurs médicales et la douleur périopératoire est globalement peu intéressée par cela. À un moment, il y avait quasiment prêt à être commercialisé du propofol hydrosoluble. Bon, ça s'est arrêté parce que je crois que le laboratoire n'a pas vu l'intérêt économique d'avoir… Les anesthésistes n'ont pas vu l'intérêt, vu qu'ils mettaient 6 minutes pour agir. Bon. Je ne te contredirai pas dans les médicaments, mais globalement, il n'y a pas eu une grande volonté de l'industrie de développer ça. Alors, l'avenir, à mon sens, c'est l'importance de la médecine périopératoire, où la médecine périopératoire va être de plus en plus importante, d'où l'intérêt de notre spécialité d'avoir développé des délégations de technologie aux infirmiers anesthésistes. Et comme disait Pierre Viars, le médecin anesthésiste va devoir être de plus en plus un anesthésiste médecin. Ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est que l'anesthésie moderne, comme la médecine moderne, est préventive, préemptive, participative et personnalisée. Et j'insiste sur le fait que l'anesthésie devient participative et personnalisée dans sa gestion préopératoire, dans sa gestion post-opératoire, et que là, on voit, et on va voir très rapidement, le rôle de l'intelligence artificielle et des outils organisationnels informatisés dans la prise en charge de l'opéré qui vont aider l'anesthésiste parce que personnalisé et participatif, c'est très bien avec l'intelligence artificielle en préopératoire pour être sûr que le malade n'a pas oublié, s'est bien préparé, a bien apporté tous ses documents, y compris la carte de sécu qu'il peut photographier et mettre dans un dossier médical réalisé à l'avance, et en post-opératoire, des suivis qui vont être faits très participatifs sur le bien-être, les complications éventuelles en post-opératoire. Et à mon sens, c'est ça qui va être très important, c'est l'intelligence artificielle dans le pré- et dans le post-opératoire des malades, dont l'hospitalisation va être très courte. Et aujourd'hui, on voit commercialiser de nombreux système automatisé et informatisé du parcours de soins avec intelligence artificielle. Alors j'ai appris, parce que je ne suis pas un jeune, que ça s'appelle un chatbot. Chat, je discute, et bot, c'est un robot. Donc c'est un robot qui discute, et il y a des vraies discussions entre les opérés avant
et après être sorti de l'hôpital, avant l'entrée, après la sortie, avec ces robots organisationnels qui préviennent les anesthésistes chaque fois qu'il y a une déviation ou que le malade a une complication ou qu'il n'a pas été prêt à être hospitalisé. Dans le post-opératoire, c'est très important parce que d'abord, ça peut signaler la douleur, ça signale les complications, il y a une traçabilité du suivi et la traçabilité va être vraiment fondamentale, il faudra montrer qu'on a suivi le malade et puis ça permet des études épidémiologiques et des boucles qualité comme celle dont a parlé André. Alors, l'avenir va être marqué également par le développement des contraintes médico-judiciaires et par l'anesthésiste éco-responsable. L'anesthésiste éco-responsable, c'est surtout un anesthésiste avec les contraintes économiques, mais j'y reviendrai pas. Le rôle de l'anesthésie dans les contraintes économiques, c'est de raccourcir la durée d'hospitalisation. Et là, il a un rôle très très important, que le malade ambulatoire rentre bien chez lui le soir, soit suivi, on l'a vu. Mais je vais parler de l'anesthésiste écologiquement responsable, qui est un problème important. Les contraintes médico-judiciaires, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit André. Je vois une augmentation importante des contraintes médico-judiciaires pour l'anesthésiste. Alors, je vous le dis tout de suite, les procédures correctionnelles sont très peu nombreuses et ne sont pas en augmentation au niveau national en France. L'anesthésiste n'est pas poursuivi en correctionnel. Par contre, les procédures indemnitaires sont en forte augmentation. Je prends l'exemple de la PHP, 21% d'augmentation de procédures indemnitaires en 2016 par rapport à 2015 et 17,4 millions d'euros versés dans le cadre amiable et contentieux juste par la PHP. Et je vois bien en tant qu'expert national pour l'anesthésie que les CRCI, où tout le monde peut aller demander un dédommagement à l'État qui dit en fin de compte, ce n'est pas l'État qui paye mais l'anesthésiste gratuitement, avec une expertise gratuite, sans rien payer, a ouvert la porte de la réclamation indemnitaire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, l'expert dit il y a eu une complication et ce n'est pas un aléa thérapeutique, c'est attribuable à la prise en charge par l'anesthésie. Et les opérer avec ça, ils vont négocier avec l'assurance qui finit par payer, comme vous le voyez, à la PHP. Dans 80% des dossiers, c'est négocié, on ne va pas au procès. Donc, il y a une vraie augmentation des procédures indemnitaires. Moi, je vois que les primes d'assurance, elles ont été à 1,5 comme l'a montré André, très justement jusqu'en 2012-2009. Aujourd'hui, en 2020, elles ont doublé par rapport à 2000. Et à mon sens, elles vont augmenter avec le nombre de procédures contentieuses indemnitaires. Donc, il n'y a pas de risque judiciaire mais d'être renvoyé en correctionnel. Ça n'existe pas. Enfin, c'est exceptionnel. C'est la procédure indemnitaire. Et je pense que ça va être une véritable contrainte. Alors, dans le cadre des procédures indemnitaires, une bonne nouvelle et une nouvelle plus importante. La bonne nouvelle, c'est que la problématique des infections nosocomiales a enfin été clarifiée par le Conseil d'État en 2018, parce qu'avant, l'infection nosocomiale était l'infection acquise à l'hôpital qui engageait la responsabilité de l'hôpital ou de la clinique qui devait dédommager. Aujourd'hui, le Conseil d'État a dit on ne parle plus d'infection nosocomiale. L'infection, elle est liée aux soins, mais si elle survient en milieu hospitalier alors qu'elle n'est pas liée aux soins, elle n'est pas indemnisable. Donc au moins, ça, c'est tout à fait clair et particulièrement important. Par contre, ce que je vois dans les contraintes médicales, c'est l'information. Information qui est un devoir pour le médecin et un droit pour l'opérer. Mais ce qui apparaît depuis quelques années dans les rendus des tribunaux, c'est que lorsqu'il y a un défaut d'information, il y a deux préjudices qui sont indemnisés pour le malade. Moi, je trouve ça fort de café. La perte de chance d'éviter la complication en refusant l'acte. Et deuxièmement, le préjudice d'impréparation. Et j'ai vu un jugement d'un malade qui avait un alcoolisme très important, qui a été opéré en urgence d'une fracture de hanche, qui a fait un délirium tremens post-opératoire et qui a été indemnisé parce qu'on ne l'avait pas informé du risque de délirium tremens et parce qu'il ne s'était pas préparé au fait qu'il allait avoir un délirium tremens. Donc vous voyez, c'était deux préjudices. Donc ça, c'est pour les contraintes médico-judiciaires. Alors, les contraintes écologiques, à mon avis, elles sont particulièrement importantes et elles vont préoccuper l'anesthésie dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que l'hôpital est un gros producteur de déchets et parce que l'anesthésie est un gros producteur de gaz à effet de serre. Alors, producteur de déchets,
vous voyez un peu les chiffres qui sont montrés, et le bloc opératoire, c'est 20 à 30% des déchets d'un hôpital, et l'anesthésie, c'est un quart des déchets de tout l'hôpital. Donc l'anesthésiste va avoir un rôle, et il y a déjà des collègues qui se préoccupent sur est-ce qu'il faut des tenues jetables, revenir au coton pour des tenues uniques, etc. Donc il y a des réflexions à ce niveau-là. En tout cas, l'anesthésie va être mobilisée et devra se mobiliser pour la gestion des déchets dans l'avenir de façon beaucoup plus importante que par le passé. Et puis, il y a le problème des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre produits par les hôpitaux, c'est 10% aux États-Unis de l'ensemble des gaz à effet de serre produits, c'est 5% en Europe, c'est pas rien, avec une place importante de l'anesthésie à deux niveaux, le protoxyde d'azote, qui est 310 fois plus radiatif que le CO2, qui est le troisième gaz à effet de serre, 3% des émissions totales de gaz à effet de serre aux États-Unis. Alors, il n'y a pas que le proto de l'anesthésie, parce que le proto permet de faire les mousses et les chantilly et tout. C'est un gaz, voilà, à ce niveau-là. Mais le proto... Oui, voilà, donc voilà, à ce niveau-là. Et les halogénés, surtout le desflurane. Et comme vous voyez, le pourcentage des gaz à effet de serre de l'anesthésie inhalée, c'est 2% au Royaume-Uni qui fait beaucoup d'analgésie par inhalation avec des halogénés, et 1% aux États-Unis. Et je pense que les anesthésistes vont devoir s'impliquer dans le problème du contrôle des gaz à effet de serre au niveau d'un hôpital, car comme vous le savez, c'est un problème qui va être de plus en plus important. Alors, les anesthésistes, ils devront s'impliquer dans le contrôle des déchets, limiter l'accumulation des gaz à effet de serre. Et pour ceux qui l'ont mis au point, et je prends l'exemple de l'hôpital d'Amiens, qui fait des publications tout à fait remarquables sur le sujet, ils indiquent bien que l'anesthésie s'impliquant dans le contrôle des déchets et des gaz à effet de serre, ils induisent un véritable changement de mentalité dans tout l'hôpital pour le bénéfice de l'anesthésie qui apparaît une spécialité éco-responsable et responsable tout court. Et je pense que ça va être un des enjeux de l'anesthésie. Donc moi je vois l'avenir de l'anesthésie française avec une certaine sérénité, essentiellement comme je l'ai dit parce que nos anciens ont contrôlé la démographie, ont mis en place une culture du risque et ont permis que des rapports sereins se fassent avec les infirmiers anesthésistes, que l'anesthésie va rester une véritable spécialité médicale avec une place de plus importante de la médecine périopératoire et va rester en fait le plus grand progrès de la chirurgie.